Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver. On est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de la deuxième édition de Détour des sciences. Très heureux parce que ça fait longtemps que ce genre d'événement était compliqué à organiser et donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir rediscuter ensemble et réinterroger la science sur les sujets qui animent l'actualité et qui nous animent tous. Donc hier on a parlé on s'est demandé s'il fallait craindre notre environnement et comment l'environnement programmait le vivant. Donc c'était une journée passionnante. Et aujourd'hui, on va s'interroger, notamment ce matin, sur comment l'environnement et nos sens interagissent l'un avec l'autre et comment tout cela peut avoir des effets sur notre santé. Et puis cet après-midi, dans une deuxième partie, on essaiera de voir comment les pandémies, les maladies apparaissent, là aussi liées à notre environnement. Évidemment, c'est d'une actualité très très chaude dont on croit toujours être débarrassé, mais en fait qui revient sans arrêt sur le devant de la scène. Juste quelques petites précisions techniques sur le déroulement de cette journée. Donc vous êtes ici, dans le public avec nous, un grand merci d'être là. Donc bien sûr, il y aura des questions et à la suite des trois interventions, on est très impatient d'avoir vos réactions et vos questions. Donc on aura un temps de débat à l'issue des trois interventions de nos chercheurs qui vont intervenir après. Mais tout ça sera concentré donc après les trois interventions. Donc notez bien vos questions et bien sûr on y répondra ensuite. Vous êtes ici, mais il y a aussi des spectateurs sur YouTube. C'est la grosse nouveauté de cette année, puisque aujourd'hui, vous savez, hein, c'est aussi un des effets, et on va parler du numérique tout à l'heure, c'est aussi un des effets de la crise qu'on a connue, c'est que beaucoup de choses se sont numérisées, et notamment Détour des sciences, qui aujourd'hui est très facilement consultable sur la chaîne YouTube de l'Université de Tours, et d'ailleurs très consulté, puisqu'on a eu la joie de voir que la journée d'hier a été particulièrement vue sur la chaîne YouTube. Alors, ce matin, trois interventions. Marc de Conchat, qui est écologue des paysages et directeur de recherche à l'INRAE de Toulouse, nous parlera tout à l'heure des évolutions des paysages et de leurs effets, surtout sur notre santé individuelle et collective. Benjamin Pitra, qui est psychiatre et clinicien et addictologue, nous parlera en fin de matinée, en fin de session, des effets du numérique sur la santé de nos enfants essentiellement. Mais pour commencer, on va commencer en musique avec vous, Mathilde Groussard. Vous êtes enseignante-chercheuse en psychologie cognitive et neuropsychologie à l'université de Caen, et vous allez nous dire, pour commencer, quels sont les effets de la musique sur notre cerveau et aussi sur notre comportement. On commence avec vous, merci. Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous parler de la musique et des effets de la musique sur notre cerveau, sur notre santé. Alors, je pense qu'il faut juste que je fasse ça. Voilà, donc, la musique, vous savez qu'elle existe depuis très longtemps, probablement même depuis la préhistoire, et on a des traces des premiers instruments de musique qu'on va avoir retrouvés, notamment sculptés sous forme de petites flûtes sculptées, taillées dans des os, il y a déjà plus de 30 à 40 000 ans. Et puis progressivement, on a pu voir l'évolution, comme vous le voyez ici sur cette illustration de flûtes chinoises dans des os de cygne. Donc on sait que la musique, elle est présente et omniprésente dans notre environnement depuis très longtemps, et également omniprésente dans notre environnement quotidien, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture. C'est relativement universel de ce point de vue-là. Et elle est présente de deux manières différentes. D'une part, par son écoute. L'écoute musicale représente par exemple 2/3 des activités de loisirs, et l'activité de loisirs, la plus fréquente chez 2/3 des adolescents. Et elle est accessible à tous, en fait, quel que soit notre âge, quel que soit notre environnement, on va pouvoir relativement facilement, quelle que soit éventuellement notre pathologie, relativement pouvoir traiter la musique. Et on n'a pas besoin d'être expert, d'avoir développé une expertise particulière pour comprendre la musique et écouter la musique.
Elle est également présente dans notre environnement par sa pratique, avec un certain nombre d'individus qui, eux, par contre, vont avoir développé une certaine expertise, un apprentissage spécifique de la musique, et qui vont maîtriser un instrument de musique. Donc on va le voir au travers de cette présentation. Je voulais vous présenter un petit peu un panel des effets de la musique, que ce soit son écoute ou sa pratique, sur notre cerveau et sur notre fonctionnement cognitif en général. Alors, tout a un petit peu commencé en 1993 avec le fameux effet Mozart que vous avez peut-être entendu parler, qui est cette idée de dire que finalement, écouter la musique de Mozart pourrait nous rendre intelligents. En fait, dans ce travail-là, ce qui a été fait, c'est que c'est un travail qui a permis de proposer à 36 étudiants la réalisation d'une tâche de raisonnement spatial, et on a évalué leur performance à cette tâche après soit qu'ils aient été dans une condition où pendant 10 minutes ils étaient dans le silence complet puis ils ont réalisé la tâche, soit 10 minutes de relaxation, d'instruction de relaxation, ou encore 10 minutes d'écoute de la musique de Mozart, comme celle-ci, qui est celle-ci. Alors, je ne vais pas vous en faire écouter 10 minutes, puisque j'ai que 20 minutes pour parler. Mais j'imagine que là, vous vous sentez déjà nettement plus intelligent grâce à cette petite écoute. Donc, c'est ce qui a été diffusé. En tout cas, ce qui a été montré dans ce travail-là, c'est que les étudiants qui ont bénéficié, à la suite de 10 minutes d'écoute de cette musique-là, ils ont vu leur performance augmenter à cette fameuse tâche de raisonnement spatial. Alors, c'est des tâches de raisonnement spatial qui sont incluses dans ce qu'on appelle des échelles d'intelligence, l'échelle d'intelligence Stanford-Binet. Et donc, l'idée a ensuite été largement reprise par les médias. Vous savez aujourd'hui comment on aime prendre des résultats scientifiques pour les diffuser largement dans les médias et expliquer ce qu'on a un petit peu envie d'expliquer. Donc à cette époque-là, ça a été largement diffusé. On a offert des CD à tous les nouveau-nés dans certains pays qui naissaient des CD de musique classique ou de musique de Mozart. On a diffusé de la musique classique dans les crèches, etc., avec cette perspective d'espérer faire que ces nouveau-nés, ces enfants, vont devenir plus intelligents. Il y a quand même un petit effet qui a été oublié dans cette interprétation de cet article-là, c'est que la réalité, c'est que l'effet qui est observé, et c'est décrit dans l'article, s'estompe au bout de 10 à 15 minutes. Donc la question qui vient alors, c'est est-ce qu'on peut être vraiment plus intelligent pendant 10 à 15 minutes? Est-ce que l'intelligence peut se résumer à une augmentation de performance sur une tâche de raisonnement spatial, et puis 15 minutes après, ça y est, vous êtes redevenu typique, avec une intelligence moyenne. Donc on voit bien ici, au travers de cette illustration, que c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais néanmoins, ces travaux-là ont initié un certain nombre de travaux qui sont questionnés sur est-ce que réellement l'écoute musicale a un impact sur nous, sur notre cerveau, sur notre fonctionnement. Il y a eu différents travaux qui ont été réalisés pour essayer de reproduire cet effet. Cet effet a été reproduit partiellement, et pas uniquement pour de la musique de Mozart. Heureusement, d'autres types de musique peuvent entraîner un bénéfice également. Et surtout, ça a finalement permis de poser la question de savoir, d'étudier les liens entre les émotions que nous génère cette écoute musicale, la musique en général, et nos habiletés cognitives. Et à la suite de ça, et plus récemment, finalement, on a eu tout un tas de la littérature qui s'est intéressée à réaliser des études en imagerie cérébrale et qui ont permis de révéler le fait que écouter de la musique qui nous procure du plaisir, parce que quand même, la plupart du temps, notre objectif quand on écoute de la musique, c'est de se faire plaisir, d'écouter des choses qui nous plaisent, cette écoute va activer des structures cérébrales très spécifiques dans notre cerveau qui traitent les émotions, mais qui ne sont pas forcément uniquement des émotions qui sont traduites par la musique.
et donc qui implique un large réseau qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est un réseau qui, par ailleurs, je vous disais, est activé également lorsqu'on éprouve du plaisir, par exemple avec de la nourriture ou avec des jeux d'argent ou dans le cas encore du plaisir sexuel. Donc on voit en fait que cette écoute musicale va activer des structures impliquées dans les émotions. Ces émotions musicales sont relativement universelles et traitées par la plupart des individus. Elles sont présentes et on est capable très tôt dans notre développement de distinguer les émotions transmises par la musique, avec des émotions qui correspondent plus à des musiques qu'on va qualifier de joyeuses. Souvent, c'est des musiques qui ont un tempo rapide plutôt et un mode majeur, et d'autres types de musiques qu'on va catégoriser dans des musiques plus tristes, qui se traduisent la plupart du temps par un mode mineur ou un tempo lent. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé beaucoup dans les films, vous savez, pour vous donner cette impression d'attente. Vous savez, sur la base de la musique, ce qui va se produire, ce qui va se passer. Cet effet qu'on observe, neurobiologique de la musique sur les circuits de la récompense, fonctionnerait en fait comme un outil puissant d'éveil cognitif. On a pu, et vous avez sûrement entendu parler, parce que ça a fait le tour de pas mal de réseaux sociaux ces dernières années, différentes expériences cliniques qui ont été rapportées qui illustrent ce phénomène chez des patients qui sont par ailleurs très apathiques, qui sont un peu à distance de la communication, qui ont du mal à communiquer avec les autres, repliés sur eux-mêmes, et qui, à l'écoute d'une musique, vont se réveiller en quelque sorte, cognitivement et réagir. Donc vous avez le film Live Inside qui traduit un peu cette expérience liée à l'écoute. Et puis un peu plus récemment, vous avez sûrement vu la vidéo de cette ballerine qui, à l'écoute du Lac des Cygnes, l'ancienne ballerine, s'est mise à danser, à faire des mouvements comme elle pouvait le faire avant. Par ailleurs, ce qui également montrait, et en lien avec ces émotions, en lien avec l'écoute musicale, et notamment, ça c'est des travaux qu'on mène dans le laboratoire dans lequel je suis à Caen, on a pu montrer on pouvait utiliser l'écoute musicale comme un outil d'accompagnement de certains patients Alzheimer, notamment pour réactiver des souvenirs et leur rappeler des moments particulièrement importants de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on sait globalement aujourd'hui sur l'écoute musicale ? La plupart des travaux s'accordent à dire qu'il y a un impact de l'écoute musicale sur notre humeur. Et on va essayer de modifier, je vais justement essayer de modifier un peu votre humeur ce matin avec cette écoute musicale. Assez rapidement, vous êtes plusieurs à commencer à avoir un visage qui va s'illuminer, qui va avec des émotions plutôt positives. Cette musique nous entraîne, nous stimule, nous procure du plaisir et plutôt des choses plus joyeuses. Et en fait, dans la littérature, alors je me suis dit que je n'allais pas vous faire un détail de tout ça, mais globalement, ce qui est observé, c'est que l'écoute musicale va avoir un impact, notamment pour diminuer l'anxiété, la dépression. Plusieurs travaux de recherche ont pu montrer ces effets-là. Également, l'écoute musicale est utilisée dans l'accompagnement de la douleur, avec certains travaux qui vont montrer que chez des personnes douloureuses, l'écoute musicale va leur permettre de diminuer la dose d'antidouleur. Donc c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place et qui permet, d'un point de vue traitement, de limiter les traitements. Et les effets secondaires, aujourd'hui, sont quand même beaucoup moins nocif. L'écoute musicale, si vous l'écoutez correctement avec un volume sonore adapté, il n'y a pas vraiment d'effet nocif de la musique. Pendant le confinement, on observe aussi, donc ça c'est des études très récentes, puisque le confinement c'était, même si ça commence à dater un petit peu, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, on voit que beaucoup d'individus ont augmenté leur écoute musicale pendant le confinement et sont en fait ont finalement utilisé cette écoute musicale pour réguler leurs affects, maintenir un certain niveau de bien-être
Et l'hypothèse qui est faite des bénéfices de l'écoute musicale, c'est notamment lié à la libération de l'ocytocine et de la dopamine qui expliquerait justement ces bénéfices sur notre humeur en général. Au-delà de l'impact de l'écoute musicale sur notre humeur, ce qu'on peut également observer, et puis comme on parle d'environnement, de comportement, on va avoir des effets de l'écoute musicale sur nos comportements, notamment avec des travaux qui montrent des bénéfices de cette écoute sur les performances sportives. Alors, je ne sais pas si vous êtes très sportif, mais pour ceux qui font de la compétition, et notamment pour de la course à pied, vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'écoute musicale pendant les compétitions. C'est considéré, entre guillemets, comme du dopage. Enfin, c'est interdit de courir en compétition avec son casque, alors même que, si vous regardez le dimanche matin, je ne sais pas, sur les bords de Loire, je ne connais pas Tours, mais j'imagine qu'on doit pouvoir courir par là, la plupart, un certain nombre en tout cas, courent avec de la musique. Pourquoi on court avec de la musique ? Finalement, l'hypothèse là, ça va être une hypothèse où nos performances sportives, elles vont être améliorée par ce qu'on appelle une boucle auditivo-motrice et une synchronisation cérébrale sur la musique. En quelque sorte, la foulée, votre foulée, le pas, va se synchroniser progressivement avec le tempo de la musique, ce qui permet d'accélérer un petit peu la foulée, d'améliorer les performances et par ailleurs également de nous permettre une focalisation attentionnelle sur la musique et probablement moins sur des douleurs éventuellement qu'on pourrait ressentir lors de la pratique. Donc je vous ai fait un petit tour d'horizon sur l'impact de l'écoute musicale sur nos comportements, sur notre humeur, sur notre fonctionnement. Et puis, je vous ai dit, au-delà de l'écoute, depuis plusieurs années maintenant, il y a des travaux qui s'intéressent à l'impact de la pratique musicale, donc qui vont plutôt étudier les musiciens, les experts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il est plastique. C'est-à-dire que les apprentissages qu'on va réaliser dans notre vie, quel que soit l'âge, vont entraîner des modifications sur notre cerveau, des modifications à la fois de sa structure, au niveau de la substance grise, de la substance blanche, de la connexion entre certaines régions, mais également d'un point de vue de son fonctionnement. Et les travaux ont permis de montrer qu'il y avait principalement une augmentation des structures de la substance grise chez les musiciens. Souvent, ça va dans le sens d'une augmentation au niveau des régions auditivo-motrices, sensorielles, donc des structures qui sont particulièrement sensibles à l'apprentissage musical, et par ailleurs également sur des régions qui sont intéressantes puisque ce sont des régions impliquées dans la mémoire qui sont telles que l'hippocampe. Alors, il faut que j'accélère un petit peu, alors j'accélère un petit peu, et on peut alors se demander, mais du coup, est-ce que... peut-être certains d'entre vous ne sont pas musiciens. Est-ce qu'on peut quand même commencer et avoir des bénéfices de cette pratique musicale, même si on n'a pas commencé avant l'âge de 7 ans? Les travaux semblent suggérer que selon les structures dans notre cerveau, selon les régions de notre cerveau, il y a des structures qui sont plus ou moins sensibles à l'âge de début. Et ce qui est intéressant, ce qui peut être pertinent ici, c'est qu'on a pu montrer que, notamment l'hippocampe, qui est une structure clé dans la mémoire, c'est une structure qui va évoluer, être modifiée dès les premières années de pratique. Ce qui veut dire que même si vous commencez prochainement, on pourra probablement voir une augmentation de cette structure-là chez vous. La question suivante que vous pouvez peut-être vous poser, c'est de vous dire, alors du coup, est-ce que pratiquer de la musique peut me protéger des effets du vieillissement? Alors c'est une question qui est un peu plus récente dans la littérature, et les premiers résultats qui ont été réalisés, c'est des travaux qui sont vraiment en cours parce qu'il y a différents paramètres qui vont rentrer en jeu. Elles montrent en effet qu'il y a tendance à avoir une moindre diminution, voire une absence de diminution de la taille de certaines structures de notre cerveau chez les musiciens par rapport aux non-musiciens avec l'avancée en âge. Ici, vous avez l'illustration d'une structure qui est l'aire de Broca, qui est impliquée dans la production du langage, et on voit avec la ligne continue une certaine stabilité avec l'avancée en âge, alors qu'il y a une diminution chez des individus qui n'ont pas d'expertise particulière pour la musique.
On a également des travaux qui vont montrer des bénéfices sur le fonctionnement cognitif avec des performances supérieures chez les musiciens par rapport aux non-musiciens. Donc, par exemple, des performances notamment sur tout ce qui va être système, fonction de contrôle cognitif. Alors, la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que pratiquer de la musique va permettre de retarder l'apparition d'une maladie neurodégénérative, ce qu'on aimerait tous, si on pouvait enfin trouver une solution pour éviter de se voir diminuer avec une maladie neurodégénérative, on serait tous intéressés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même un certain nombre d'observations cliniques qui vont montrer l'existence de pathologies neurodégénératives et notamment de la maladie d'Alzheimer chez des musiciens. Donc ça ne va pas empêcher l'apparition de la maladie. En revanche, et notamment cette étude-là, ces travaux-là ont été menés chez des jumeaux monozygotes avec un jumeau qui est musicien, un qui n'est pas musicien. Et ce qui a été révélé dans ce travail-là, c'est que le risque de démarrer une maladie neurodégénérative semble diminuer chez les musiciens par rapport à celui qui ne pratique pas la musique, et notamment grâce à la constitution de ce qu'on appelle une certaine réserve cérébrale ou cognitive. On met un petit peu d'avance, on en a un peu plus grâce à notre pratique. Et du coup, quand on commence à avoir une atrophie de notre cerveau, eh ben, on prend dans cette réserve avant de voir les conséquences liées à cette atrophie cérébrale. Et enfin, pour terminer, je voulais vous évoquer quand même l'utilisation de la musique dans le soin, avec les travaux qu'on peut mener notamment à Caen, dans le laboratoire dans lequel je travaille, qui ont permis de montrer l'intérêt de l'utilisation de la musique dans l'accompagnement de patients Alzheimer, et le fait que malgré les déficits de mémoire épisodique massif, un oubli à mesure très important chez ces patients, on a pu identifier qu'ils étaient capables encore d'apprentissage, des apprentissages préservés, et notamment pour de la musique. Ils sont capables d'apprendre de nouvelles chansons, ils sont capables de reconnaître des chansons et des musiques qu'on leur a fait écouter préalablement par rapport à des choses complètement inconnues. Donc ça, c'est très intéressant, et ça permet aussi de montrer une image un peu plus positive de cette maladie, puisqu'il y a encore plein de choses qu'ils sont capables de faire. Il suffit néanmoins et ça nécessite néanmoins d'utiliser le bon outil, le bon média pour pouvoir révéler ses capacités. Donc, pour conclure, par rapport à ma question de départ, je ne sais pas si vraiment la musique on peut considérer que la musique adoucit les mœurs, mais en tout cas, on voit bien qu'elle a un impact sur notre cerveau, sur notre fonctionnement, et ceci tout au long de la vie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathilde Gossard pour cette belle démonstration que la musique est bien plus qu'un simple plaisir, mais qu'elle peut avoir des effets sur notre santé.